Donc, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir pour cette conférence grand public Corinne Caillot et Séverine Blaise, que je présenterai un peu plus précisément tout à l'heure. Et je représente aujourd'hui l'équipe FALA, un projet de recherche financé par l'Europe qui nous a conduit à travailler ensemble pendant plusieurs années sous la coordination de Jean-Marie Fotzing et Olivier Galli, ici présent dans la salle. Et Séverine Blaise de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, Séverine Boire de l'Institut agronomique néo-calédonien et moi-même coordonnons une conférence finale ces jours-ci qui a lieu depuis hier et jusqu'à jeudi à l'université. Et je ne vais pas être très très longue, mais je vais vous faire un très rapide panorama pour ceux qui ne connaissent pas ou pas assez ou peu le projet FALA. Ce sera très court, mais avec quelques images, car les images parlent toujours mieux que les mots. Donc le projet s'intitule Agriculture familiale, alimentation et santé dans les îles du Pacifique. Et donc c'est un financement qui a été obtenu par un gros consortium qui réunit 14 institutions, équipes, 95 collaborateurs participants qui pendant plusieurs années ont travaillé ensemble sur cette question de l'agriculture familiale et des modes de vie dans le Pacifique. Donc l'objectif du programme, qui est un programme de mobilité qui a favorisé les déplacements des uns et des autres dans les territoires des uns et des autres, des unes et des autres. L'objectif des projets FALA est de favoriser, de créer du réseau et de faire en sorte que les chercheurs, jeunes et moins jeunes, travaillent ensemble sur des questions communes. Donc l'objectif général est de promouvoir et revitaliser l'agriculture familiale pour améliorer la santé des populations du Pacifique insulaire et assurer la sécurité alimentaire dans le contexte de forte vulnérabilité, transition socio-économique rapide, accélération des changements globaux et risques sanitaires. Et donc, pour répondre à ce grand enjeu, il y a plusieurs projets de recherche qui abordent ces questions-là et les chercheurs qui travaillent dans ces projets de recherche se sont réunis très régulièrement. C'était la diapo d'après, pardon. Se sont réunis très régulièrement, mais ils avaient chacun des axes sur lesquels ils travaillaient de manière plus spécifique. Donc on avait un axe agriculture familiale pour la sécurité alimentaire durable. On entend par agriculture familiale tout ce qui est agriculture vivrière, pêche, chasse. C'est un terme générique. Un autre groupe avec des spécialistes qui travaillaient plutôt sur les modes de vie et la santé pour la famille, pour reprendre une image qu'Olivier a partagée hier, c'est-à-dire qu'on a travaillé à la fois du marché jusqu'à l'assiette, mais en passant aussi par les écoles et les hôpitaux pour pouvoir nourrir ce projet-là et aussi partager avec différents acteurs les enjeux de ce travail. Et donc, j'en arrive à la troisième bulle verte, là, la bulle verte sur l'échange de connaissances et transfert vers l'éducation. C'était vraiment un point central de notre travail. Et être réunis aussi aujourd'hui ce soir, c'est aussi de pouvoir partager aussi une partie des résultats de nos travaux avec un plus large public. Donc, les mobilités se sont faites entre les territoires que vous voyez précisés ici. Et la manière avec laquelle nous avons fonctionné, c'est que certains avaient des travaux de recherche dans leur pays et ont invité les chercheurs des autres territoires pour travailler ensemble, partager des méthodologies et du coup amener des résultats un peu plus robustes sur certaines dimensions à l'échelle de l'Océanie, du Pacifique. Donc, en Nouvelle-Calédonie,
Nous avons eu des terrains un peu plus importants sur certains sites, et en particulier auprès des écoles. Ça a été une dimension très très forte du projet, de travailler dans différentes écoles. Je pense que dans la présentation de Corinne, il sera question des écoles et des adolescents et de leur manière de prendre soin d'eux et d'être en santé. Donc je ne vais pas m'appesantir pour laisser surtout la parole à nos présentatrices. Et je termine par une dernière diapo qui montre, avec le symbole du Ninyam qui croît, les étapes que nous avons eues de rencontres entre chercheurs et jeunes chercheurs dans les différents territoires, et incluant presque systématiquement des acteurs aussi publics, politiques dans nos échanges. Donc la première conférence internationale avait eu lieu en juin 2023, et il y avait eu 36 communications scientifiques à cette occasion-là. Celle-ci est la conférence internationale de 2025, finale ici à Nouméa. On a un certain nombre d'auteurs qui ont été présents aux deux moments, mais on a aussi de nouvelles personnes, avec cette semaine, une semaine très très riche avec des keynote speakers, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas forcément été membres du projet, mais qui présentent qui sont très très reconnus dans leur discipline, et qui nous ont présenté et vont continuer de nous présenter cette semaine des sujets un peu clés. Si certains sont intéressés, ça pourra être rediffusé aussi par la suite. Donc j'en viens au sujet de ce soir. Je vous remercie d'avoir écouté cette longue introduction. Donc nous recevons d'abord la professeure Corinne Caillon, qui est professeure à l'Université de Sydney. Elle est également membre du centre Charles Perkins, spécialiste de l'activité physique chez les adolescents, directrice également du réseau Santé des jeunes et des adolescents dans le Pacifique. Donc nous sommes vraiment très honorés de te recevoir ce soir pour cette conférence en français, puisque le reste de notre séminaire est en anglais. Et nous recevons aussi Séverine Blaise, maîtresse de conférence en économie politique ici à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, chercheuse au laboratoire de recherche juridique et économique, le LARGE. Séverine est spécialiste en économie internationale, en économie du développement et en développement durable. Je vous laisse la parole, mesdames. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Je voudrais, avant de commencer le discours que je voulais partager avec vous, je voulais remercier l'Université de la Nouvelle-Calédonie et sa présidente, Catherine Ries, pour cette invitation à parler, mais également les deux directeurs du projet FALA, que sont le professeur Fotzing et le docteur Olivier Galli. Je vais partager un petit peu avec vous, d'une part, ce qui m'a amené à être impliquée dans ce projet, et d'autre part, les éléments essentiels sur lesquels nous avons travaillé en collaboration avec mes collègues de l'Université de Sydney, mais aussi avec les collègues qui faisaient partie du thème sur les modes de vie, et au-delà d'ailleurs, parce que nos projets touchent aussi à la production alimentaire, puisqu'on s'intéresse à l'alimentation. Et j'en viendrai à la façon dont nous avons abordé ces thématiques et la façon dont le projet FALA nous a permis de changer nos méthodes et vraiment d'essayer de travailler avec les participants, de travailler avec les jeunes, puisque nos projets sont surtout envers les jeunes. Donc le titre général de la présentation, c'est agriculture familiale et mode de vie, influence des facteurs individuels et environnementaux. Et dans cette présentation, dans cette conférence publique, moi je vais surtout vous parler du travail qu'on a fait qui concerne les modes de vie.
Alors avant d'aller plus avant, j'avais envie aussi de vous introduire un petit peu la genèse de ma participation dans ce projet, puisque je suis francophone, mais je travaille à l'université de Sydney, qui est une vieille université du continent d'Australie. Et vous avez entendu que je faisais partie du Charles Perkins Center. Et c'est un centre qui est très important dans l'université, parce qu'en fait, Charles Perkins est la première personne d'origine aborigène en Australie qui a obtenu un diplôme de médecin. Et c'est quelqu'un qui a été vraiment un advocate en anglais, j'arrive plus à trouver le mot en français, quelqu'un qui a vraiment changé les choses pour les populations aborigènes en Australie, en particulier autour des questions de santé. Et donc le centre qui a été construit et qui est honoré de son nom, est un centre qui valorise, tout comme le projet Fala, la multidisciplinarité et vraiment la prise en compte des problèmes que les populations et les communautés ont à gérer, ont à faire face et auxquels ils ont à trouver des solutions. Et donc, c'est un centre qui est extrêmement ouvert à la collaboration, non seulement en Australie, mais aussi dans le Pacifique. Donc, les missions du centre sont, par exemple, en particulier, d'alléger le fardeau des maladies métaboliques en Australie et surtout de baser ces actions autour des recherches multidisciplinaires et, une fois de plus, qui se traduisent par des solutions concrètes. Donc, c'est un centre qui a des chercheurs de diverses origines et de contextes multidisciplinaires et qui a aussi, qui est doté de laboratoires de recherche et qui nous permet de participer à ce projet parce que la vision de ce centre est vraiment de se positionner aussi dans le Pacifique et de permettre des collaborations dans le Pacifique. Alors, ce dont je vais vous parler lors de cette conférence, c'est essentiellement des travaux que nous avons menés avec la population adolescente et en particulier avec des adolescents qui vivent dans les îles du Pacifique, avec principalement des élèves qui vivent au Vanuatu et en Nouvelle-Calédonie. Alors pourquoi s'intéresser particulièrement à la population adolescente ? Eh bien, c'est une population, en fait, à laquelle on doit s'intéresser, qui est souvent décriée comme une population difficile, qui n'écoute pas. On dit « oh ben c'est des adolescents, ça va passer, c'est compliqué, etc. » Mais en fait, c'est d'abord, les adolescents, à l'heure actuelle, comportent 1,2 milliard d'individus. Et la plupart des adolescents, enfin, un grand nombre des adolescents vivent en Asie-Pacifique. C'est donc une population qui est présente, c'est une population qui est pas vraiment étudiée en fait, pour tout un tas de raisons, parce que biologiquement c'est compliqué, il y a des changements très rapides qui s'opèrent, mentalement et psychologiquement aussi c'est compliqué, et donc c'est une population dont on dit oui c'est important, il faudrait peut-être essayer de mieux les comprendre, mais les financements ne sont pas toujours là. Ils ne sont pas toujours là parce que c'est très compliqué de montrer qu'une intervention que l'on fait pour des personnes qui ont 15 ans aura 20 ans plus tard un impact sur leur santé. Et comme la plupart des financements, en fait, sont extrêmement basés sur des résultats qu'on veut voir venir rapidement, eh bien, c'est pas toujours facile. Et un des grands points de ce projet Fala, c'est en tant que groupe, pas seulement ce que j'ai pu faire avec mon équipe dans le projet Fala, c'est intéressé à cette population. Donc non seulement la population adolescente était nombreuse, mais en plus c'est jamais arrivé dans le monde depuis que l'humanité existe. C'est-à-dire c'est la première fois que la population d'adolescents atteint cette taille. Alors quelque chose que je voulais vous partager avant de vous dire comment on a engagé avec les adolescents, c'est les données qu'on a sur la santé des adolescents, globalement, mais en particulier dans le Pacifique, et sur la prévalence de l'obésité. Donc, dans les îles du Pacifique, la prévalence de l'obésité est de 15 à 35%. Ce qui fait, si on fait un rapide calcul, que le bien-être et la santé de plus de 2 millions de jeunes dans le Pacifique sont menacés par potentiellement le développement
de maladies non transmissibles, telles que les diabètes de type 2, par exemple, ou d'autres complications cardio-métaboliques. Je vous laisse juste poser là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment important de ce fait qu'on se penche sur cette population d'adolescents et qu'on essaie de comprendre ce qui se passe et qu'on essaie de trouver des solutions ensemble avec eux dans les communautés, les chercheurs, les enseignants, les élèves eux-mêmes, enfin les adolescents eux-mêmes, pour trouver des solutions. D'autant plus que les projections qui sont faites par des grandes associations, comme par exemple l'Obesity Atlas, prédisent une augmentation de 4,5% par an de l'obésité chez les adolescents au cours de ces 15 prochaines années. Ce qui signifie que les systèmes de santé vont être débordés si on ne fait pas quelque chose. Alors je sais que c'est un point que c'est en fait ce qui a drivé notre recherche, ce qui a été vraiment les points de départ en tant que chercheur, c'est de se dire il y a quelque chose qui se passe, nos jeunes en fait sont peut-être de moins en moins en santé, en tout cas n'adoptent pas nécessairement les comportements qu'il faut, et on a un développement de l'obésité. En termes des deux facteurs de risque dont on a voulu s'intéresser dans le cadre de nos travaux, on retrouve l'activité physique et les régimes alimentaires. En ce qui concerne l'obésité, ce sont deux principaux facteurs de risque qui sont étudiés et qui se retrouvent aussi comme étant extrêmement importants chez l'adolescent et chez les jeunes en général. Alors j'en profite ici pour vous donner un petit peu les recommandations qui sont faites par des agences mondiales comme l'OMS en ce qui concerne les niveaux recommandés d'activité physique et d'alimentation dans la population et en particulier ici chez les jeunes. L'activité physique, je vais essayer de trouver le pointeur, elle est globalement définie par 3 niveaux. Enfin, en réalité, oui, 3 niveaux. Donc on a l'activité physique légère qui est en général, si on essaie de se référer, une activité qu'on fait quand on marche plus ou moins vite, mais il n'y a pas, l'effort est léger. Ensuite, on a l'activité modérée et l'activité vigoureuse, et l'activité physique vigoureuse. Et souvent, l'activité modérée et l'activité vigoureuse sont placées ensemble et on parle d'activité modérée et vigoureuse. Et on essaie de déterminer le temps que les personnes passent en train de s'engager dans ce type d'activité. Donc ça va de trottiner légèrement jusqu'à courir. Et enfin, qui n'est pas de l'activité, on a le temps passé dans les activités sédentaires. Donc les recommandations de l'OMS pour les jeunes, c'est un minimum de 60 minutes d'activité modérée et vigoureuse par jour. C'est-à-dire 60 minutes au cours desquelles les adolescents doivent au moins respirer de façon un petit peu vigoureuse et s'engager dans des activités physiques. Ce n'est pas nécessairement du sport, ça peut être n'importe quel type d'activité physique, mais c'est un effort qui est quand même relativement soutenu. Ces 60 minutes, elles sont essentiellement dans le domaine aérobie, c'est-à-dire le domaine dans lequel la fréquence cardiaque et la respiration sont sollicitées. Mais également, les recommandations, depuis récemment, disent mais il faut aussi que certains jours de la semaine, et au moins 3 jours par semaine, les jeunes s'engagent dans des activités qui construisent leurs muscles. C'est-à-dire qu'ils s'engagent dans des activités peut-être qui font davantage appel à soulever des poids ou à tirer des poids. Alors ça peut être dans un gymnase, mais il y a différentes façons de faire ça. Quand on regarde les données qui sont apportées par des questionnaires, qui sont des questionnaires standardisés et validés globalement, eh bien les données nous montrent qu'un large pourcentage des adolescents, 85% des adolescents, ne sont pas suffisamment actifs, c'est-à-dire que la plupart d'entre eux n'arrivent pas à totaliser 60 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse par jour. 85% n'atteignent pas ces recommandations. Si on se penche sur les recommandations alimentaires, que je vous ai mis ici sur la droite, vous voyez aussi qu'il y a des recommandations en termes d'alimentation en ce qui concerne les fruits et les légumes, les graines et ensuite tout ce qui est les protéines.
Et pareil, les différents questionnaires qui sont passés dans le monde et en particulier dans le Pacifique nous démontrent que 76% des adolescents combinent une alimentation qui est pauvre. Excusez-moi. En fait, 70%, ne regardez pas ce chiffre-là, des adolescents ne consomment pas suffisamment de fruits et de légumes. Mais ce qui est encore plus important à constater, c'est que 76% d'entre eux ne font pas assez d'activité physique et ont une alimentation qui n'est pas adéquate. Et donc, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que probablement, une des raisons de ce développement du surpoids et de l'obésité chez les jeunes, elle est due à une combinaison de 2 facteurs qui sont une insuffisance de pratique de l'activité physique et des régimes alimentaires qui ne sont pas optimaux. Et donc, c'est quand même quelque chose qui est relativement complexe à aborder, et c'est ce que, dans le projet Phala aussi, nous avons essayé de mieux comprendre, et vous allez voir qu'on a essayé de mieux le comprendre avec les jeunes. Donc, nos questions de recherche étaient autour de quelles sont les caractéristiques de l'activité physique et des régimes alimentaires dans les îles du Pacifique, et quels seraient les leviers pour action. Alors, avec mon collègue Olivier, ça fait quelques années qu'on travaillait dans le Pacifique, et on a utilisé des outils digitaux, par exemple des trackers d'activité. On a aussi développé des nouveaux outils, par exemple pour justement essayer de mesurer l'alimentation des jeunes. Et on a utilisé ces outils pour essayer d'apporter des informations plus précises pour les populations du Pacifique. Le problème auquel on se heurte avec les outils internationaux, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement en adéquation avec le Pacifique. Les questions, parfois, sont mal comprises par les jeunes. Donc, on a décidé de regarder un petit peu si on pouvait caractériser l'activité physique en utilisant ce qu'on appelle des méthodes plus objectives, en mettant un bracelet au poignet. Alors, vous pouvez y penser, vous dire, oui, peut-être c'est objectif, mais le poignet, on peut le bouger sans être actif. Donc, la méthode n'est pas parfaite, mais c'est une des méthodes qui est utilisée. Et on s'est rendu compte que les adolescents, tous font un petit peu d'activité physique vigoureuse et modérée, mais on retrouve cette statistique qui nous dit qu'ils n'en font pas assez. Et en moyenne, c'est pas si mauvais que ça dans le Pacifique, puisqu'on trouve que les adolescents font environ 35 minutes d'activité physique modérée et vigoureuse par jour. Donc c'est un peu plus de la moitié de ce qui est recommandé, mais il y a un résultat important aussi qu'on est en train de décrire, c'est le fait que l'activité physique légère, qui est dans les recommandations quelque chose qui n'est pas tellement mis en évidence, représenterait peut-être un levier qui est important en ce qui concerne le surpoids et l'obésité, puisque des résultats récents montrent que, en fait, l'activité physique, les adolescents, qui s'engagent dans une activité légère, tendent à avoir des poids plus faibles. Donc, en fait, nos résultats pointent sur la nécessité de, certes, continuer à regarder cette activité modérée et vigoureuse, mais aussi de s'intéresser à d'autres éléments, comme l'activité légère. Parce que c'est beau, si vous pensez même vous-même à votre pratique, c'est plus facile de se dire je vais aller trottiner pendant 10 minutes que de se dire je vais aller courir vraiment de façon intense et ça va être compliqué, ça va être difficile, mais je vais quand même le faire. Donc il y a peut-être là quelque chose qui est intéressant à exploiter. Alors, assez parlé, maintenant je vais vous montrer des images aussi qui vont agrémenter mon discours, parce que ce qui est très important, c'est que très souvent dans cette recherche, et j'ai commencé cette conférence de la même façon, dans la façon dont pendant des années on l'a présentée, qui est de dire, eh bien voilà, les chiffres nous disent que les adolescents deviennent de plus en plus en surpoids, il y a de plus en plus d'obèses, ils ne font pas assez d'activité physique, ils mangent mal. Donc en fait, le regard que l'on tend à amener est quand même un regard relativement négatif, d'accord ? Ils n'ont pas ils ou elles ne s'engagent pas suffisamment dans des comportements en santé, etc. Et avec mon équipe et avec Olivier, avec les collègues de Phala, et de façon vraiment incroyable avec les collègues
impliqué dans Fala des îles du Pacifique, dans lesquelles nous sommes allés, au Vanuatu, dans les îles Salomon, à Fidji. Nous avons commencé vraiment à nous dire, OK, nous avons les résultats scientifiques, c'est très important, mais essayons maintenant de vraiment comprendre la perception et la vision des jeunes. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Qu'est-ce qu'ils savent de tout ça? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Et donc, en fait, dans notre approche, on a fait beaucoup d'immersion, on s'est beaucoup déplacé, c'était aussi un des éléments qui était important dans Fala. Nous sommes allés dans les communautés et nous avons engagé avec les éducateurs, avec les élèves et avec des professionnels de santé dans les communautés. Si on regarde l'activité physique, alors nos données nous le disent, mais cette diapo le dit peut-être aussi. En fait, on s'est rendu compte qu'on parle d'activité physique, les jeunes parlent de sport. Et donc, il y a une chose qui certainement va demander à être vraiment explorée, c'est la façon dont on présente l'activité physique et ou le sport. Mais les jeunes, en fait, parlent beaucoup de sport parce que ce qui leur parle, c'est quelque chose dans lequel ils peuvent s'engager, qui est un peu codifié, avec lesquels ils ont du plaisir à s'engager avec leurs amis. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la diversité des sports qui sont pratiqués dans les îles du Pacifique et la diversité des sports qui sont pratiqués en Nouvelle-Calédonie. Alors ça, c'est peut-être et probablement lié au système éducatif, mais il y a une très très grande richesse des sports et des activités pratiquées. En ce qui concerne l'alimentation, j'ai parlé de la diversité des sports pratiqués, la diversité des structures qui sont disponibles aux adolescents. En termes d'alimentation, de la même façon, cette diapositive illustre la diversité de l'alimentation auquel nous sommes tous, mais les jeunes aussi sont exposés. Et dans cette diapositive, il y a des éléments de l'alimentation qui peuvent être identifiés et qui sont connus comme étant des éléments profitables à la santé, des légumes et des fruits, en particulier des légumes et des fruits issus des cultures locales ou des plats traditionnels ici en Nouvelle-Calédonie, mais ça ne vous a pas échappé. Ce que l'on voit aussi beaucoup, eh bien, c'est la nourriture importée qui est extrêmement transformée et qui est extrêmement riche en sel ou en sucre. Et ça, c'est effectivement un problème et c'est vraiment important de le poser parce que, et même c'est ce que je reviendrai là-dessus, mais c'est ce que les jeunes nous disent, il y a beaucoup ou la plupart même, des interventions visent à changer les comportements des gens en disant « vous mangez trop de ça, pas assez de ça ». Mais, et c'est ce que nous disent les jeunes, le problème c'est qu'autour de nous, autour d'eux, il y a cette alimentation. D'accord ? Et donc le système dans lequel on vit est quand même un élément extrêmement important de la façon dont on arrive à naviguer ce système. Donc, la position en fait qu'on a prise dans le projet Fala et qu'on a vraiment construite en collaboration avec tous les collègues, c'est vraiment d'avoir un focus sur les adolescents et d'essayer de créer, en fait, de monter en puissance les voix des adolescents et de créer ce qu'on a appelé les jeunes leaders d'Australie et du Pacifique, essayer de faire entendre leur voix, essayer de faire entendre la façon dont ils comprennent tout ce problème de l'environnement alimentaire et de la pratique de l'activité physique. Donc ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre dans le cadre de la santé comment les jeunes perçoivent l'activité physique, l'environnement alimentaire. Et nous avions ajouté, j'en ai pas parlé ici parce que j'aurais pas le temps vraiment de l'étendre, mais nous avons aussi exploré le rôle des changements climatiques. Et cette étude est vraiment en train d'essayer de mettre en place un réseau de jeunes leaders qui auraient une voix, en fait, dans les politiques potentiellement ou dans le changement. Ce que nous avons fait, c'est en collaboration au cours des différents ateliers qui ont été faits autour de Fala, en collaboration avec les collègues, nous avons développé de nouvelles méthodes, nous avons utilisé
des méthodes traditionnelles des îles du Pacifique qui utilisent des narratives et des histoires qui sont ancrées dans le contexte pour, en travaillant avec les élèves, faire qu'ils partagent leurs idées sur les environnements. Dans ce projet, ce qui est aussi extrêmement important, c'est de donner la parole aux jeunes. Et ici, c'était une conférence qui a eu lieu au Vanuatu, au cours de laquelle, après un travail en atelier avec les élèves dans la classe, nous avons donné l'opportunité aux élèves de s'exprimer et de, comment on dit en anglais, de pitcher en fait leurs idées et leurs projets et de démontrer quelles étaient leurs priorités aux chercheurs qui étaient avec eux. Alors, en analysant nos données, je vous montre un petit peu ici comment ça se passe dans le laboratoire. Je dirais quand on utilise des données qualitatives, c'est-à-dire ce que les élèves écrivent dans les petits carnets que vous avez vus. En fait, il y a un gros travail d'interprétation, d'épluchage des données. Et dans un premier temps, on n'utilise pas nécessairement les outils digitaux. On les utilise ensuite pour nous aider à interpréter toutes ces données-là. Mais on utilise aussi beaucoup de marquer tout ce que les élèves nous ont partagé avec nous, tout ce que les adolescents ont partagé avec nous sur ces petites étiquettes et d'essayer d'identifier les thèmes dont ils nous parlent. Alors en ce qui concerne les thèmes, les résultats, qu'est-ce qu'on a jusque-là un petit peu pu voir émerger? En ce qui concerne l'activité physique, ce que les jeunes rapportent, c'est leur intérêt dans les activités, dans le sport, d'en faire des activités ensemble. Ils sont très intéressés d'utiliser les outils digitaux pour savoir quelle est leur activité physique, mais dans un cadre bien particulier, c'est-à-dire dans le cadre de la pratique sportive. Et ils ont besoin on les monte en compétences, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de développer leurs compétences à utiliser les outils digitaux pour comprendre ce qu'ils font. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'ils ont un sens aigu de leur responsabilité pour être davantage actifs. Mais, et c'est ça qui est très intéressant, ils ont aussi un regard sur leur environnement, et ce qu'ils nous rapportent, c'est de nous dire « oui, mais la pratique physique, ça coûte cher. Oui, mais l'équipement, ça coûte cher. » Et donc, petit à petit, on arrive à développer une vision de ce qui se passe pour les jeunes, et malgré leur ancrage dans leurs responsabilités individuelles qu'ils ont, la plupart des jeunes avec lesquels on a travaillé avaient 13 ans, donc c'était quand même des jeunes adolescents, ils avaient cette réalisation d'une responsabilité individuelle tout en pointant sur le contexte socio-économique et l'environnement qui peuvent être des barrières à leur engagement dans l'activité physique. De la même façon pour l'alimentation, un des éléments essentiels, c'est d'être conscient qu'il faut rejeter ce qu'ils appellent la junk food et la nourriture qui est extrêmement transformée. Mais en même temps, ils nous disent, vous êtes gentils, mais autour de nous, partout, quand on va dans les supermarchés, tout ce qu'on voit, c'est des chips et des boissons sucrées. Et donc, je pense que là, il y a quelque chose à vraiment prendre en compte sur la façon dont les adolescents comprennent leur environnement et vraiment leur donner la parole. Et peut-être qu'ils seront des agents de change, comme on dit, c'est-à-dire des personnes qui vraiment seront capables de faire une différence pour eux-mêmes. Voilà, donc là, juste quelques images de l'équipe quand on s'est déplacé et des étudiants avec lesquels nous avons travaillé. Si vous voulez suivre un petit peu ce qu'on fait, on est sur LinkedIn, vous pouvez chercher mon nom et vous trouverez des vidéos sur les différentes études qu'on a menées dans le Pacifique. Voilà, c'est fini pour moi, je vais te laisser la parole. Bonsoir à tous. Avant toute chose, je voudrais saluer avec respect et humilité les clans et maîtres des lieux du pays kanak.
Dans cette deuxième partie, on va également s'intéresser à la question de l'influence des facteurs environnementaux, mais cette fois davantage entendu au sens large, puisqu'on va s'intéresser au rôle des politiques de coopération internationale. On va s'intéresser donc à l'aide au développement, au flux d'aide au développement, et quant à savoir si ces flux sont effectivement dirigés vers la promotion de l'agriculture familiale ou pas dans les pays que nous avons étudiés. Donc c'est le travail que je vais vous présenter, c'est un travail qui est en cours d'évaluation pour une publication dans le journal Open Research Europe, dans la collection FALA. Et c'est donc le fruit d'un travail collectif que je vais vous présenter ce soir, auquel ont participé plusieurs co-auteurs d'ailleurs, qui sont pour certains présents ici parmi nous. Donc c'est un travail qui a été réalisé avec Charles Oxley, Jonas Brouillon, Nicole Georgiou, Nidi Wali et Séverine Board. Et ce soir, je vous avoue que j'ai une pensée toute particulière pour notre collègue Charles Oxley, qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous, qui lutte contre la maladie. Et donc j'ai vraiment une pensée toute particulière pour lui, qui a été vraiment un leader dans ce travail. Donc l'objectif de la recherche, eh bien, donc, c'est de voir quel est le rôle des politiques d'aide au développement dans la promotion de l'agriculture familiale des pays de la région et surtout dans le renforcement de la sécurité alimentaire. On a choisi donc de se concentrer sur l'aide à l'agriculture en Mélanésie, essentiellement parce que les pays de la Mélanésie, il y a une population qui est essentiellement rurale. Et donc il y a un enjeu tout particulier dans ces pays pour augmenter la production alimentaire locale, ce qui permettrait de réduire les importations d'aliments importés, souvent de piètre qualité, comme l'a souligné ma collègue, et réduire ainsi les déséquilibres de la balance des paiements et surtout améliorer donc les résultats en matière de santé. Donc les enjeux sont extrêmement importants. La région de l'Océanie comprend 22 pays et territoires des îles du Pacifique, avec des arrangements politiques divers allant des États indépendants aux territoires non autonomes. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, la région est influencée par d'anciennes et d'actuelles puissances coloniales ayant un large éventail d'intérêts, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que par des puissances montantes qui cherchent à étendre leur influence diplomatique et stratégique, la Chine, des puissances qui ont des intérêts historiques, commerciaux et de donateurs comme le Japon, celles qui cherchent à maintenir leur influence, Taïwan, et enfin celles qui cherchent des ressources, la Chine, la Russie ou encore la République de Corée. Le potentiel de ressources, notamment d'hydrocarbures dans les grands fonds marins de la région, suscite actuellement de nombreuses convoitises, comme vous le savez. La Mélanésie donc compte 4 États indépendants auxquels nous nous sommes intéressés, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, le Vanuatu et les Fidji. La Nouvelle-Calédonie n'a pas pu être intégrée à l'étude, dans cette étude, puisqu'il s'agit d'un territoire français et donc elle n'est pas receveuse d'aide au développement. Les flux pour le financement du développement, ils prennent une autre forme, la forme de transfert public, à l'exception des notables des fonds européens. Donc, quels sont les principaux donateurs d'aide au développement?
dans la région. Historiquement, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont fourni la majorité de l'aide, à la fois de l'aide au développement, mais aussi du soutien humanitaire et de l'assistance militaire aux États indépendants et dépendants de la région. Néanmoins, la croissance phénoménale de la Chine depuis les années 80 a conduit à une plus grande affirmation de sa politique étrangère en tant qu'État, qui est axée sur l'élimination des derniers vestiges du soutien international à Taïwan, mais aussi l'expansion de l'influence politique de la Chine dans le monde, en particulier par le biais du commerce, de l'aide au développement, mais aussi des investissements directs étrangers et de la célèbre initiative Belt and Road, qui met un accent très important sur le financement des projets d'infrastructure à travers les pays du tiers-monde. Le modèle de coopération que la Chine entend développer est davantage dans le narratif de la coopération sud-sud, face à un modèle occidental qui met traditionnellement l'accent sur des investissements, la réforme des politiques et des institutions. Pékin propose un modèle qui se concentre sur les investissements matériels afin d'attirer des capitaux privés et de favoriser la croissance économique durable et équitable. Comme vous le voyez, l'Océanie, néanmoins, ne représente que 1% des flux officiels et 2% du total de l'aide au développement chinoise sur la période 2000-2017. En effet, l'intervention, outre les subventions et les prêts de l'aide au développement, l'intervention de la Chine dans ces pays, elle se fait surtout donc via des investissements directs étrangers qui sont tout à fait considérables, mais aussi via des entreprises d'État, beaucoup, pour étendre son influence géopolitique. Et de fait, comme vous le voyez, la Chine est devenue en 2022 un partenaire commercial important et dans certains cas même le plus important pour tous les territoires et pays insulaires de la région, en particulier donc les 4 pays de la Mélanésie que nous avons étudiés, et ceci en particulier pour les îles Salomon, où c'est vraiment le premier partenaire commercial, à la fois pour les exportations, qui sont présentées donc sur le haut du tableau, et en bas, donc, ce sont les principaux partenaires commerciaux au niveau des importations dans chaque pays. Donc, vous le voyez, vraiment, la Chine s'est hissée au rang de premier partenaire commercial pour de nombreux pays. L'Australie également reste un partenaire privilégié, et la Nouvelle-Zélande, même si elle est un petit peu plus en retrait. Alors voyons dans le détail maintenant l'ensemble des pays donateurs d'aide. Si l'Australie donc a été le plus grand donateur dans la région, c'est également la Nouvelle-Zélande, le Japon, les États-Unis et l'Union européenne qui interviennent massivement. Pour ce qui est de la logique de l'aide de l'Australie, la logique a été d'adopter des politiques qui visent à intégrer plus étroitement les États mélanésiens au marché mondial, afin de stimuler les exportations agricoles, de créer de la richesse et de réduire la pauvreté. Nos collègues Oxley et Georgiou, dans de précédents travaux, soulignaient que les hommes politiques australiens, en particulier, se sont toujours montrés un peu dédaigneux à l'égard des préoccupations de la région du Pacifique. Et jusqu'à récemment,
Ils estimaient que de nombreux gouvernements de la région étaient gangrénés par la corruption. Toutefois, les liens croissants de la Chine avec l'Océanie ont été et restent aujourd'hui encore une source de préoccupation majeure pour l'Australie et l'Alliance occidentale. Car si l'Océanie est marginale en termes de pourcentage de la population mondiale ou d'activité économique, l'importance géostratégique de la région est tout à fait considérable. Et elle est particulièrement liée au refus occidental d'ouvrir le Pacifique à la Chine. En fait, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France et les États-Unis tentent de tenir la Chine à l'écart, ou en tous les cas de réduire son influence dans la région. L'autre grand donateur asiatique dans le Pacifique, c'est le Japon, qui est passé en quelques décennies du statut de receveur d'aide au développement à celui de premier donateur en termes absolus en 1989. Dans le Pacifique, l'aide japonaise a connu des glissements progressifs depuis qu'elle a commencé initialement sous la forme de réparation de guerre à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. La politique d'aide japonaise a, à son origine, été très vivement critiquée pour sa nature très mercantiliste, mais aussi pour les graves dommages causés à l'environnement par de nombreux projets, en particulier des projets de barrages hydroélectriques. Et le Japon a réagi en adoptant sa charte de l'aide au développement en 1982, qui établit une liste standard d'objectifs qui doivent être atteints par les programmes d'aide japonais, comme le bien-être social, la démocratisation ou encore le contrôle des dépenses militaires. Alors, outre les dépenses d'aide bilatérale qui, vous le voyez, finalement sont assez faibles, le Japon, il intervient surtout à travers son soutien à la Banque asiatique de développement, une organisation dans laquelle il joue véritablement un rôle de premier plan et dont il avance une grande partie du capital ou des prêts. Comme vous le voyez donc sur ce graphique, les principaux donateurs des 4 pays de notre étude sont donc l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine et le Japon, qui a augmenté quand même son aide assez significativement dans la région, mais aussi des organisations multilatérales comme la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement et les institutions européennes. Alors les flux d'aide au développement, les flux de financement du développement, peuvent arriver sous diverses formes. L'aide au développement est constituée à la fois de dons, mais aussi de prêts à des taux avantageux. On trouve également ce que l'on appelle les autres OOF, les autres flux officiels. Donc APD, ODA, c'est Official Development Assistance, l'aide, avec la partie grant, don et loan, les prêts. Et après, on trouve donc les autres flux publics qui comprennent des dons aux pays en développement, par exemple, à des fins de représentation ou à des fins commerciales. Et de façon générale, on va dire toutes les transactions bilatérales qui ne respectent pas les critères de l'aide au développement. On y trouve, par exemple, en particulier, tout ce qui est crédit à l'exportation. Enfin, on a également indiqué ici les envois de fonds, personal remittances, les envois de fonds des travailleurs immigrés. Ainsi, la nature des flux d'aide, les modalités de l'aide diffèrent d'un donateur à l'autre et les pays mélanésiens de notre étude ne dépendent pas du coup de la même façon de l'aide étrangère. Les prêts représentent une part importante
et dans certains cas majoritaire de l'aide au développement des organisations multilatérales ainsi que de la Chine. Sur ce graphique, donc, on a l'ensemble des pays donateurs par type de flux pour les 4 pays de notre étude sur la période 2008-2021. Et ce graphique révèle que ces pays, ils ont des dynamiques de donateurs d'aide assez différentes. Et on a des profils qui sont assez diversifiés. Ainsi, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou à Fidji, les prêts sont davantage importants que dans les pays comme le Vanuatu ou les îles Salomon, où l'aide arrive davantage sous forme de dons. On voit également la spécificité de Fidji et du Vanuatu du point de vue de l'envoi des fonds des travailleurs immigrés. Il serait intéressant justement d'approfondir l'étude pour voir dans quelle mesure ces envois de fonds se traduisent dans des investissements productifs, par exemple dans le secteur agricole ou pas. Lorsque l'on prend ces montants et qu'on les rapporte au PIB de chaque territoire ou pays, on se rend compte que l'aide à la Papouasie-Nouvelle-Guinée représente 6 à 8% du PIB. Pour les îles Salomon et les Fidji, elle représente 20%, mais pour le Vanuatu, l'aide au développement représente 35 à 40% de son PIB. C'est donc le Vanuatu qui, parmi les pays de notre échantillon, est le plus dépendant des flux d'aide étrangère. À présent, allons un petit peu plus dans le détail des flux d'aide alloués à chaque pays, et notamment, voyons quelle est la place de l'agriculture dans la répartition sectorielle de ces flux d'aide. Alors, on commence avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui possède de vastes ressources minières, pétrolières et gazières. Et l'Australie, comme la Chine, souhaite avoir accès à ces mines et à ces produits de base. Donc, ces 2 États utilisent l'aide pour sécuriser le commerce des produits de base. L'économie de la Papouasie est 5 fois plus importante que le plus grand territoire insulaire suivant, qui est Fidji. Et cela donne un certain avantage à la Papouasie pour attirer, garantir le financement de projets de développement grâce à une série de partenaires, y compris donc la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement, ainsi que le Japon. La Papouasie-Nouvelle-Guinée reçoit actuellement environ 40% du total de l'aide australienne à la région du Pacifique. Cette aide a toujours été axée sur la santé et l'éducation, en grande partie par l'intermédiaire des églises. Plus récemment, l'aide a été réorientée autour de 3 domaines d'intervention: sécurité sanitaire, stabilité et redressement économique. Et donc cela s'est traduit notamment par un retour au soutien budgétaire, un soutien des dépenses publiques également, par le biais de la facilité australienne de financement des infrastructures pour le Pacifique. Outre les États donateurs que sont l'Australie, la Chine, le Japon et la Nouvelle-Zélande, les donateurs institutionnels multilatéraux comptent la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement, qui sont intervenus massivement dans la réparation et l'entretien des routes, les services d'emploi des travailleurs, pour ceux qui cherchent à accéder au marché du travail en Australie et en Nouvelle-Zélande, des services de santé axés sur la nutrition,
Et la Banque asiatique de développement, elle, de son côté, est plutôt intervenue dans le secteur des transports. Donc vous le voyez, le secteur agriculture, forestry and fishing est à peine visible tellement il est marginal. Entre 2003 et 2017, la majeure partie de l'aide aux îles Salomon a été acheminée par l'intermédiaire de la mission d'assistance régionale aux îles Salomon, en particulier donc pour la construction d'un nouveau QG à Rove, près d'Honiara, ainsi qu'un programme de rénovation des postes de police. Comme le montre le graphique, plus de 60% de l'aide australienne dans le secteur gouvernement et société civile était en fait dédiée à ce programme RAMSI. D'autres projets concernaient plutôt le secteur gouvernance et stabilité. Depuis la formalisation des relations diplomatiques avec la Chine et du coup la fin de celle avec Taïwan en 2019, comme vous le voyez, de nombreux autres projets ont été engagés. L'économie des îles Salomon est principalement liée au commerce mondial des exportations de produits de base, en particulier le bois, l'huile de palme et la pêche. L'agriculture reste cependant un élément important dans la plupart des ménages, car le pays est essentiellement rural et les gens cultivent une partie, voire la totalité de leur nourriture. L'emploi salarié est très limité et l'État est le principal employeur. Dans ce contexte, la majeure partie du financement de l'aide est consacrée au programme du gouvernement et de la société civile. L'agriculture, la pêche et la sylviculture se classent au 6e rang des 11 secteurs nommés. Qu'en est-il à Fidji ? Les îles Fidji, les Fidji comptent parmi les États les plus développés de la région du Pacifique, avec des forêts, des minéraux et des ressources halieutiques d'une grande richesse. L'économie est diversifiée et se développe grâce à son secteur des services, puisqu'il comprend la plus grande industrie touristique du Pacifique, la construction, l'industrie manufacturière et son secteur agricole. L'économie fidjienne dépend toutefois en partie du tourisme et de l'agriculture. L'agriculture de subsistance qui est largement pratiquée par les agriculteurs indigènes locaux, tandis que la canne à sucre est cultivée à des fins commerciales. Comme pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Salomon, le secteur le plus financé par l'aide aux Fidji est celui du gouvernement et de la société civile. On a notamment une forte présence de la Banque asiatique de développement dans ce secteur, qui en fait le plus grand donateur devant l'Australie. Enfin, pour ce qui concerne le Vanuatu, comme indiqué précédemment, donc c'est le pays de notre échantillon qui est le plus dépendant de l'aide internationale. Et là-bas, donc, c'est le secteur des transports qui est celui qui a reçu le plus d'aide au cours de la période, avec divers projets d'investissement dans l'aviation, financés par la Banque mondiale, réaménagement du quai de Luganville, financé par l'USAID, l'amélioration des routes de Tana ou de Malekula, tous deux financés par la Chine. Et comme pour les autres pays mélanésiens, c'est le secteur government et société civile, le gouvernement et société civile, qui est principalement financé par l'Australie pour des projets de coopération en matière de police et de justice.
Donc après ce premier tour d'horizon, eh bien la conclusion, hein, c'est que la première conclusion que l'on peut tirer, c'est que la part de l'aide à l'agriculture, la sylviculture et la pêche est extrêmement faible dans l'ensemble des pays de notre étude. Comme vous le voyez, hein, le pourcentage de l'aide à ce secteur dépasse rarement les 5%, hein, rarement 10% du total. L'agriculture joue un rôle fondamental dans ces pays. Mais cet aspect vital de l'économie et de la culture n'est pas toujours visible dans les statistiques officielles, puisque la part de l'agriculture dans le PIB est relativement faible. Pourtant, la majorité des habitants de la Papouasie, des îles Salomon, de Fidji et de Vanuatu pratiquent une agriculture de subsistance, en se concentrant sur la production d'une quantité suffisante d'aliments pour nourrir l'agriculteur et sa famille. Et cette agriculture familiale, contre toute attente, elle a un niveau de productivité qui est relativement élevé, malgré parfois un accès réduit aux ressources productives. Par exemple, à Fidji, 84% des ignames, du manioc, du maïs et des haricots sont cultivés par seulement 47% des terres. C'est pourquoi nous avons souhaité approfondir l'analyse de ces stratégies d'aide au développement en regardant maintenant dans le détail quels sont les projets qui ont été financés dans le secteur de l'agriculture, la sylviculture et la pêche. En Papouasie, l'aspect, donc le sous-secteur qui a été le plus financé, c'est celui des services de pêche, principalement financé par la Chine, notamment un projet très controversé de zone industrielle marine du Pacifique, mais aussi le Japon, pour le projet de réhabilitation du marché de la ville d'Aloto et des installations de pêche. La deuxième catégorie de projets les plus financés concerne la recherche agronomique, presque entièrement financée par l'Australie, et principalement composée donc du projet Agricultural Research and Development Support Facility, qui vise à, je cite, aider les petits exploitants agricoles en traduisant les bonnes pratiques scientifiques en pratiques agricoles durables et rentables. Et nous pouvons noter que l'augmentation des revenus d'exportation a été mentionnée dans le projet. Enfin, le troisième secteur le plus financé, c'est le développement agricole, composé essentiellement de projets de partenariats productifs financés par la Banque mondiale, d'un projet financé par la Chine pour développer la culture des champignons, ou encore des projets de la Nouvelle-Zélande pour soutenir les petits exploitants et d'autres financements japonais. La particularité des îles Salomon par rapport aux autres territoires, les autres pays, c'est la part très importante de l'aide qui est accordée à la pêche. C'est donc le secteur de développement de la pêche qui a été le plus financé par la Banque mondiale pour l'acquisition de navires de pêche, mais également par des programmes néo-zélandais, japonais ou australiens. La deuxième catégorie la plus financée concerne le développement agricole. Et cette fois, c'est l'Union européenne qui est intervenue et qui a assuré 70% du financement dans ce domaine, avec un programme commun avec le FIDA, qui est un organe de la Banque mondiale, qui participe aussi au financement des projets de développement. Et l'un des objectifs du programme, eh bien, c'était, je cite, d'aider les ménages agricoles à s'engager dans des partenariats productifs avec des entreprises commerciales. Le troisième secteur, c'est la politique de pêche et la gestion administrative financée par la Nouvelle-Zélande, le Japon et l'Australie. À Fidji,
sans surprise, c'est également ce même secteur du développement agricole qui a reçu le plus de financement, principalement composé d'un programme de l'Union européenne de soutien aux moyens de subsistance durable et d'amélioration des services clés pour l'agriculture. Le deuxième sous-secteur le plus financé est la politique de pêche et de gestion administrative, qui provient essentiellement d'une grande opération menée par la Banque mondiale. Et le troisième aspect, c'est la politique agricole et la gestion administrative, ici aussi, avec des accords CPS Union européenne, des projets financés par la Chine, Taïwan, sur la production de fruits du dragon, et quelques financements japonais. Et pour terminer, au Vanuatu, le développement agricole arrive une nouvelle fois en tête des secteurs les plus financés. En particulier, un programme financé par l'Union européenne sur les chaînes de valeur, un programme financé par la Nouvelle-Zélande, toujours de renforcement de la chaîne de valeur agricole, et quelques rares financements de la France ou du Japon. Le deuxième aspect le plus financé, c'est la recherche agronomique, principalement financée par l'ICR australien, donc l'Institut de recherche agronomique australien, dont une partie provient également de la France, qui, de façon pour le moins surprenante, finance au Vanuatu des projets sur les rizières saines. Alors je dis de façon pour le moins surprenante parce que les quelques entretiens que l'on a eus au Vanuatu avec des spécialistes agronomes nous ont fait comprendre que c'était pas du tout pertinent en fait de financer la culture du riz. C'était une culture qui n'était absolument pas adaptée au climat et aux conditions du territoire. Mais donc la France finance la riziculture au Vanuatu. Ici aussi, le troisième volet le plus important, c'est la politique de la pêche et la gestion administrative, financée par le Japon, mais également quelques financements de l'Australie dans ce domaine. En conclusion, au regard de ces résultats, il apparaît que les objectifs d'augmentation de la production alimentaire locale, de réduction des consommations d'aliments importés, etc., ces objectifs pourraient être atteints et soutenus, mais il apparaît clairement que les stratégies des pays donateurs y contribuent à peine. L'analyse que nous avons faite des flux d'aide montre que la logique de l'aide, la logique d'intervention en fait des bailleurs de fonds, c'est une logique qui est axée sur la croissance économique, l'accès au marché et le développement de chaînes à forte valeur ajoutée pour l'exportation. Très peu d'attention et encore moins d'argent sont accordés à la production de cultures vivrières ou encore à l'adaptation de ces systèmes de culture techniques au changement climatique. Cette analyse, finalement, nous permet de confirmer les premiers travaux qui avaient été réalisé par Strange et d'autres auteurs en 2009 sur cette question, selon laquelle donc la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, les Fidji et le Vanuatu sont, d'après ces auteurs, clairement confrontés aux stratégies de rétrolibéralisme des donateurs. Alors, qu'est-ce que comment qualifie-t-il le rétrolibéralisme? En fait, c'est une approche qui incorpore des éléments du libéralisme classique,
du néolibéralisme et des approches de développement axées sur la modernisation des années 50. Donc le rétro-libéralisme, c'est cette idéologie qui cherche à soutenir l'accumulation du secteur privé. Et sous ce régime, l'aide au développement, elle fait désormais partie d'un plan de relance plus large qui est destiné à relancer et soutenir le capitalisme, principalement dans l'intérêt des donateurs et au mieux des miettes de leur table, des risques et de la précarité pour les travailleurs et les citoyens. On a vu que l'aide à l'agriculture, à la sylviculture et à la pêche, qui entre donc dans la catégorie de l'aide au secteur productif, eh bien c'est aujourd'hui une part infime des flux de financement pour le développement de ces 4 États mélanésiens. La majeure partie de l'aide va en fait à la recherche agronomique, principalement menée par des personnes extérieures, non autochtones, et allouée donc au développement agricole et à la gestion administrative. Notons également que malgré l'utilisation par certains donateurs multilatéraux de termes tels que moyens de subsistance ou petits exploitants, l'analyse lexicographique que nous avons fait du détail de chaque projet d'aide montre que même des organisations comme la FAO ou le Fonds international de développement agricole, FIDA, eux aussi, malgré ce vocabulaire, eh bien, ils ont aussi une approche qui est centrée sur le marché, qui encourage la production de niches, de cultures spécifiques pour le marché mondial, plutôt que de soutenir une croissance plus large de la production agricole nationale, qui du coup pourrait donner de bien meilleurs résultats en termes de renforcement de la sécurité alimentaire et conduire à une meilleure nutrition en Mélanésie. Nous concluons donc en formulant quelques recommandations sur ces questions. Il apparaît essentiel aujourd'hui d'augmenter l'aide à l'agriculture et à la sécurité alimentaire, de promouvoir des systèmes alimentaires durables. C'est d'ailleurs le thème qu'a retenu l'Union européenne dans le cadre de son prochain programme d'intervention dans la région. Il convient également de concentrer l'aide sur la production et surtout sur la diversification des cultures, de promouvoir les pratiques agricoles familiales et d'augmenter l'aide à la recherche sur les cultures et les connaissances locales à l'heure où la mode est plutôt à la réduction des budgets de la recherche, ce qui est tout à fait regrettable. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez quelques questions adressées à Corinne ou à moi-même, nous serons ravis d'y répondre. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous remercier pour vos exposés très, très riches et très, très intéressants, et puis qui apportent de nombreux résultats, et puis qui ouvrent certainement de nouvelles pistes de recherche. Sur le premier exposé, j'avais une question. Alors, vous avez travaillé, je dirais, à partir de détecteurs digitaux pour identifier en fait les pratiques sportives.
Et puis au départ, vous avez mis en évidence le fait que finalement, il y avait certainement un problème, un déficit d'activité sportive, et puis aussi éventuellement des habitudes de consommation qui n'étaient pas, je dirais, en lien, qui étaient plus en lien avec ces problèmes d'obésité. Et je voulais savoir comment vous avez pu identifier ces habitudes de consommation chez les jeunes adolescents. Est-ce que vous avez utilisé, par exemple, des questionnaires, ou est-ce que vous avez eu... Alors, j'ai cru comprendre que vous avez eu des entretiens avec ces jeunes. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces habitudes de consommation et comment vous avez pu les identifier, s'il vous plaît? Merci. Merci. Alors, dans les données que j'ai présentées, il y a des données qui sont publiées pas par mon équipe, mais qui sont publiées de façon globale. En particulier, quand j'ai parlé des adolescents dont 76% avaient à la fois pas assez d'activité physique, il y avait une nutrition qui n'était pas adéquate. Mais ce que nous avons fait, donc, avec mon collègue Olivier Galli, nous avons des éléments, effectivement, par des questionnaires qui s'appellent des Food Frequency questionnaire, où en fait là, le questionnaire essaie d'identifier les habitudes alimentaires. Donc les questions sont plutôt du genre d'habitude, quelle est votre consommation de poulet par exemple ou de viande. Mais en fait, avec Olivier, on a aussi démarré, alors là, on n'a pas encore exploité les données parce que ce travail est en cours. On a développé depuis plusieurs années, et c'est une collaboration qui est multidisciplinaire, un outil digital qui s'appelle iRecall24 et qui est en fait basé sur une technique qui est différente, qui est de demander à des participants de se rappeler de toute la nourriture qu'ils ont ingérée dans les 24 heures précédentes. Donc c'est un rappel des 24 heures précédentes. Cet outil existe depuis de longues années sur papier. Il est très difficile à administrer parce qu'il demande beaucoup de ressources pour des diététiciens qui posent des questions, etc. Et d'autre part, c'est relativement difficile d'avoir les questions qui sont... quand on fait ce questionnaire sur papier, il y a les questions et ensuite il y a un livret qui montre les nourritures. Et en fait, il n'y avait rien qui était sur les nourritures du Pacifique, avec la complexité de l'alimentation qui est présente dans le Pacifique. Donc c'est un gros projet qui est toujours en cours, où on a à la fois développer un outil digital pour supporter de façon moins coûteuse en fait le recueil des données de ces 24 heures, parce que les participants, la façon dont cette app est faite, ça leur permet de remplir de façon appropriée. On leur dit est-ce que vous avez rien oublié, etc. Donc il y a des rappels. Et la base de données qui est derrière, c'est la base de données. Par exemple, pour la Nouvelle-Calédonie, on a terminé cette version-là, c'est la base de données de la nourriture présente en Nouvelle-Calédonie. Et donc ça, on a fait une étude qui montre que des adolescents peuvent l'utiliser, pas des enfants trop jeunes, puisqu'il y a trop d'erreurs, et la collecte des données, en fait, est en cours. Donc là, on aura vraiment une idée plus précise et plus dynamique. C'était un peu long comme réponse, mais voilà. Ah, les enseignants de PS ont des questions. J'ai une petite question. Est-ce que le projet prévoit des recommandations pour la formation enseignant de PS? Alors ça c'est intéressant à différents aspects. On a étudié, alors c'est pas une partie que j'ai présentée, mais en fait on a aussi étudié l'utilisation des outils digitaux et la façon dont les élèves naviguent les informations de santé, en particulier sur l'activité physique, en utilisant des outils digitaux. Donc dans les travaux qu'on a commencés, on a aussi publié des articles à ce sujet-là. Il y a une des recommandations pour le curriculum en général, pas nécessairement juste pour l'EPS, mais il y a des recommandations en ce qui concerne la montée en compétence de l'utilisation des outils digitaux, y compris des trackers et toutes les apps liées à l'activité physique pour les élèves. Après, est-ce que cet aspect-là sera
inséré dans le curriculum d'EPS ou dans un autre curriculum, je ne sais pas. Mais je sais que Marie-Jeanne Urvois, que vous connaissez peut-être, insère déjà un petit peu ça dans sa pratique, d'essayer d'interroger les élèves sur leur pratique. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est surtout cet élément-là. L'autre élément, on a travaillé avec des élèves qui ont des idées, mais qui pour le moment ne sont pas partageables en termes de recommandations. Ce n'est pas encore abouti. Bonjour, merci pour vos présentations. Une petite question pour Madame Blaise. Dans la présentation que vous avez faite, j'ai été surpris par un chiffre, enfin par des graphes. Lorsque vous faites la décomposition de l'aide au développement, on voit que Vanuatu et Fidji perçoivent une quantité non négligeable liée aux dons par des travailleurs immigrés. Ce qui n'est pas le cas des Salomon et Papouasie. Est-ce que vous auriez une explication à ça? Est-ce que c'est juste une question de thermomètre qu'on n'a pas sur ces pays-là, ou est-ce qu'il y a une raison structurelle? Non, alors je pense que c'est simplement lié peut-être à certains programmes qui ont été mis en œuvre au niveau de la région, par exemple, pour faciliter l'immigration, en particulier vers la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui explique peut-être qu'on ait une part beaucoup plus importante. La diaspora à l'extérieur du pays est beaucoup plus importante apparemment pour le Vanuatu et les Fidji que les deux autres territoires. Je pense que c'est voilà, les programmes qui ont été mis en place dans la région pour favoriser l'immigration de main-d'œuvre expliquent sans doute une bonne partie de ce résultat. Bonjour et merci beaucoup pour vos présentations. Juste pour pouvoir peut-être comprendre un petit peu mieux, est-ce que vous pourriez rappeler les populations de chaque territoire et peut-être si vous avez un pourcentage de, voilà, des habitants qui vivent vraiment sur l'île et ceux justement qui sont immigrés? Ou un ordre d'idée, Alors, on a quelques données générales. J'ai plus les chiffres en tête. Hein. Voilà. Donc voilà les chiffres en ce qui concerne donc la population, en particulier le pourcentage de population rurale, particulièrement importante, plus importante dans les autres territoires qu'à Fidji. Et voilà, par contre, voilà pour les chiffres sur la population et la population rurale. Par contre, après, je n'ai pas en tête les chiffres, justement, hein, de la population immigrée dans chacun de ces pays-là. Ouais, Vas-y, oui, mais Jonas va peut-être compléter. Juste une petite précision méthodologique. Ces chiffres sur les envois de fonds
de la famille qui est à l'étranger, en fait, et tous ces chiffres sont calculés à partir des enquêtes de la Banque mondiale, qui font des enquêtes sur la consommation des ménages et sur les dépenses des ménages. Et notamment, dans ces enquêtes, il est demandé à chacun des ménages s'ils reçoivent des fonds de famille qui est à l'étranger. C'est la même enquête qui a lieu dans ces différents pays. Donc, c'est un indicateur, un proxy du nombre de travailleurs étrangers, notamment dans effectivement les programmes agricoles en Australie et en Nouvelle-Zélande. Alors après, il faudrait regarder dans les chiffres du recensement australien et du recensement néo-zélandais dans le détail pour retrouver les Vanuatais et les Fidjiens dans les travailleurs immigrés. Mais en tout cas, c'est bien à partir de la même enquête standardisée que ces chiffres ont été calculés par la Banque mondiale. Juste pour compléter, concernant ces populations qui migrent et qui circulent, je crois que c'est quand même assez compliqué finalement à mesurer, à suivre et à voir d'où est-ce qu'ils viennent. Parfois, c'est les mêmes personnes qui font plusieurs... migrent de manière saisonnière. Donc en fait, c'est assez compliqué à calculer. Alors si je me souviens bien, il me semble qu'il y a une chercheuse qui s'appelle Bedford qui travaille beaucoup là-dessus. Si ça vous intéresse, de l'université du Queensland, si je me souviens bien. Voilà. Effectivement, c'est très compliqué de les mesurer parce que typiquement les travailleurs saisonniers, ça va être pour des périodes de 1 mois ou 2. S'ils sont pas là pendant le recensement, on les verra pas, quoi. Donc c'est quand même une population c'est assez compliqué de les mesurer. Peut-être que si on va voir au bureau de l'immigration australien et qu'on demande des chiffres, peut-être qu'on pourra les avoir. Mais voilà, sinon c'est quand même assez compliqué dans un cadre général de mesurer cette population. Et je rends le micro. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Parce que nous avons tous eu une très très longue journée. Oui, allez. Merci beaucoup. Sur le deuxième exposé, en fait, j'avais une question. Vous avez parlé à un moment donné de changement climatique. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez noté... Alors, vous avez travaillé sur une très longue période et c'est très intéressant. Est-ce que vous avez noté ou observé que les pratiques agricoles avaient pu changer, en fait, sur toute la période? Et est-ce qu'il y a finalement une aide, je dirais, qui est destinée finalement à travailler sur l'adaptation des systèmes pour faire finalement face au changement climatique et puis aux problèmes aussi que cela pose, en fait? Alors, sur la première partie de votre question, malheureusement, moi, je ne fais pas partie des chercheurs qui ont travaillé sur le Work Package 2, le deuxième groupe de travail, donc qui est plutôt constitué de chercheurs spécialistes en agronomie. Donc c'est plutôt les collègues de l'IAC par exemple qui seraient susceptibles de pouvoir vous répondre sur l'évolution des techniques de production. Par contre, pour ce qui est donc de l'aide au développement pour l'adaptation et l'atténuation, oui, il y a à l'échelle internationale de très nombreux dispositifs de financement qui ont vu le jour, les fonds verts notamment. Donc il y a plusieurs agences au niveau international qui financent des projets dans ce domaine, mais malheureusement les financements ne sont pas à la hauteur des engagements qu'avaient pris les pays industrialisés, les pays développés. Mais oui, il y a aujourd'hui donc des projets qui sont financés dans ce domaine-là, mais à ma connaissance, ils ne sont pas axés. Alors après, on n'a pas fait le tour de tout, je connais peut-être pas tout, mais en tous les cas, nous on a vu
très très peu de projets justement qui soient spécifiquement axés sur l'impact du changement climatique sur ces pratiques agricoles familiales traditionnelles entre guillemets, parce que même si j'ai horreur de ce mot. Voilà, ça à ma connaissance, non, il n'y a pas vraiment de financement. C'est plus du financement pour acquérir des semences génétiquement modifiées qui vont mieux supporter les périodes de sécheresse ou voilà, on est plus dans ce type d'aide-là vraiment que d'aller regarder les cultures telles qu'elles se font, les pratiques agricoles et de voir comment elles sont impactées et comment on peut les faire évoluer. C'est toujours par le prisme de l'industrialisation de l'agriculture en fait que ces projets sont menés. Juste pour compléter, en effet, le fait que l'aide au développement concerne principalement du coup le développement de filières marchandes, il vise au développement plutôt de production pour l'exportation. Donc en fait, là, on peut voir peut-être quelques changements sur justement les choix des variétés modifiées, génétiquement modifiées ou non, mais en tout cas, là, il peut y avoir un peu des changements. Finalement, je pense qu'il peut y avoir, je pense qu'il y en a pas tant que ça de changements dans les pratiques et il y a plein de raisons à ça. Finalement, le changement se fait pas forcément par ces projets d'aide au développement, parce qu'en fait, il y a plein d'autres facteurs qui influencent la manière de travailler des agriculteurs, la manière de changer leurs pratiques et de construire des nouveaux savoirs. Et là-dessus, la keynote de demain matin dans la conférence va particulièrement éclairer ça sur le cas de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc avec Georges Curie. Et puis après, en Nouvelle-Calédonie, on a quand même la chance d'avoir le projet en Nouvelle-Calédonie, Vanuatu et Wallis et Futuna et Polynésie, la chance d'avoir le projet CLIPSA qui regarde aujourd'hui comment les agriculteurs s'adaptent au changement climatique. Voilà, donc le changement est très très lent et n'est pas seulement induit du coup par ces gros projets-là. Et un tout petit mini complément, je coordonne avec collègue Christophe Menkes le projet CLIPSA. Donc lui, il est en sciences du climat, je suis anthropologue et justement l'idée c'est d'associer les diverses sciences pour pouvoir creuser cela. Et je voulais juste ajouter sur le point que précisait Séverine. On s'intéresse justement aux ressources matérielles et immatérielles que mobilisent les agriculteurs, les gens qui cultivent pour ajuster leurs pratiques à ce qu'ils rencontrent, et en particulier aux périodes de sécheresse ou aux fortes pluies ou aux cyclones, voir justement à quoi ils se réfèrent. Et on s'intéresse aussi à... Effectivement, s'il y a des financements qui vont arriver ou des formations qui vont arriver par l'extérieur, comment est-ce que c'est reçu par les agriculteurs? Et il y a les agriculteurs, ils font avec un ensemble de savoirs, un ensemble de ressources, et ils expérimentent dans leur champ, ils en discutent les uns avec les autres. Et c'est ça qu'on essaye un petit peu de faire ressortir pour montrer aussi aux collectivités, à ceux qui font les politiques publiques, qu'il y a une importance à s'intéresser à cette manière de faire dans les champs et de recevoir la diversité des ressources. La semaine prochaine, il y a une semaine autour du projet CLIPSA avec les partenaires des différents territoires cités tout à l'heure. Et il y a une session en soirée le mercredi qui est grand public à la CPS où il va y avoir une table ronde sur ces questions-là. Donc c'est à 18h le mercredi 26. Ça s'appelle Pacifique en transition, regard croisé sur le climat, et ça porte sur l'agriculture avec différents experts, jeunes et autres. Voilà. On a tous envie de se compléter les uns les autres, donc pour compléter juste la question sur l'effet de l'aide au développement sur le changement des pratiques agricoles, je dirais que c'est peut-être pas tant forcément les pratiques qui sont visées par ces aides que le type de production qui va en ressortir, production qui va être destinée à l'export vers les pays
donateurs, en fait. À Fidji, on va financer la canne à sucre. En Papouasie, on va financer le cacao. À chaque fois, ou aux îles Salomon, on va financer, ça va être le Japon et la Corée qui vont financer la pêche. À chaque fois, c'est quand même très intéressé et très tourné vers les productions qui sont destinées à l'export vers les pays donateurs. Donc je dirais pas, enfin en tout cas dans les projets qu'on a vus, je dirais pas qu'il y avait de grands changements de pratiques qui étaient visés, quoi. Hein. Plus des liens avec l'export, avec les entreprises privées. C'est plutôt un peu ça qui était mis en avant. Et disons que ce qui peut changer les pratiques agricoles dans ces projets d'aide au développement, je dirais que c'est un peu les grands investissements en infrastructure éventuellement. Et là, c'est plutôt les Chinois qui sont sur le coup. Avec justement des gros projets de ferme à champignons qui financent avec des énormes infrastructures. Mais je pense que les pratiques agricoles sont vraiment pas dans le viseur de ces aides. C'est vraiment les produits en question, les produits d'intérêt qui vont être destinés à l'exportation vers les pays qui ont donné.